Aujourd'hui, on a pu faire une séance de soutien du coup à la Ligue des droits de l'homme qui, comme vous le savez, a été récemment menacée par le ministre de l'Intérieur et la Première ministre. Et en cherchant un petit peu, on est du coup tombé sur ce film de Jean Chayras. Donc Jean Chayras, c'est un professeur d'histoire-géographie qui après travaille à l'ORTF, du coup, pendant 4 ans, où il fait des émissions d'histoire, qui s'appelle, si je me souviens bien, Présence du passé. Il fait à côté quelques films de comédie, on va dire plutôt légères, et il commence après à s'attaquer à cette question de Dreyfus, projet pour lequel il n'a pas du coup l'autorisation de le faire dans le cadre de l'ORTF, et du coup, avec un camarade de producteur, il monte ce film. Qui se veut un documentaire heuristique, c'est-à-dire un documentaire qui cherche de recherche. Et sinon, juste pour terminer un petit peu avant de regarder le film, c'est un film qui s'appelle Dreyfus ou l'intolérable vérité, et certes il y a la partie Dreyfus historique qui est assez importante et on va y revenir. Mais il y a surtout en fait l'intolérable vérité, et c'est un peu là-dessus que le film se construit. C'est comment est-ce que l'État refuse une vérité et va s'organiser, monter des stratégies pour la faire taire. Et si on fait des ponts, comme d'ailleurs Jean Chayras le fait au moment de son film, avec l'actualité, on peut demander aussi à quel endroit est-ce que le gouvernement parfois peut être amené à, face à des vérités qui sont confirmées par notamment des médias et d'autres choses, venir en fait s'attaquer à cette vérité coûte que coûte, sous couvert de la raison d'État. Et pour faire cette discussion et de manière beaucoup plus large, pour revenir aussi sur la LDH, on aura Marie-Christine Vergia, qui est vice-présidente de la LDH, qui est avec nous, et Emmanuel Naquet, qui est historien de la LDH. Je commence avec vous de manière un peu moins historique, mais en fait, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les missions actuelles de la Ligue des droits de l'homme, qui ont sûrement beaucoup évolué depuis sa création? Oui et non. Je dis ça en souriant, puisque Madame Borne dit que la Ligue des droits de l'homme a beaucoup changé. Nous, on assume un héritage. Alors, par certains côtés, bien sûr, on a changé. La société n'est pas la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a 125 ans, puisque la Ligue des droits de l'homme a 125 ans. Mais en même temps, les principes qui sont les mêmes, vous savez, je crois que c'est Daniel Meyer qui lit l'article 1er des statuts de la Ligue des droits de l'homme. Le principe, c'est liberté, égalité, justice. Et c'est toujours vrai. Ces 3 principes-là, c'est les principes qui nous guident, Emmanuel. C'est les principes qui nous guident toujours aujourd'hui. Alors on se définit comme une association généraliste, c'est-à-dire qu'on touche effectivement dans beaucoup de domaines. C'est une force et une faiblesse d'une certaine façon, parce que c'est une force, parce que ça nous permet de croiser le regard sur beaucoup de questions. Je vais prendre un sujet plus d'actualité, je dirais, et dont il n'était pas question à la fin du XIXe siècle, c'est la question de l'environnement. Et pour nous, la bataille pour ces questions-là, c'est aussi la justice climatique, la justice environnementale, c'est-à-dire l'égalité des droits par rapport à ces changements et à la façon dont on réagit par rapport au changement climatique ou environnemental, parce que quelquefois le climat a bon dos, et il y a des changements environnementaux qui sont dus à l'être humain tout autant qu'au climat, et ça se joue. Donc on est toujours sur ces questions-là. Puis l'autre combat qui, lui, est toujours d'actualité, on parle des violences policières, beaucoup des violences policières, et on a toujours le même rôle par rapport aux violences policières. C'est vrai que la raison d'État, c'est un de nos angles de bataille, et il y a plein de mots, notamment à la fin, qui résonnent assez curieusement avec l'actualité, justement sur la question de la vérité, sur la façon dont la question de la démocratie, la façon dont la démocratie est menacée par la façon de gouverner. Et tous ces combats-là sont des combats qui sont comme les nôtres. Alors après, on peut décliner un peu plus concrètement les choses. C'est bien évidemment la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, bien évidemment la lutte contre toutes les discriminations,
le respect par l'État des règles qu'il s'est lui-même dotées, l'État étant une continuité. C'est pas un gouvernement, c'est les règles qui font la situation démocratique globale dans notre pays. Voilà, on travaille beaucoup aussi sur la protection des données aujourd'hui. Exemple d'actualité, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle loi qui vient de sortir sur les Jeux Olympiques, ou sous couvert de Jeux Olympiques, eh bien, on va accroître la surveillance de la population, notamment avec ça y est, je l'avais puis je l'ai perdu, la reconnaissance faciale, la mise en place des premiers outils de reconnaissance faciale aux mains de la police, avec tout ce que ça comporte comme risque sur la question de la vie privée. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question. Donc, par certains côtés, nous avons changé, par d'autres, non. Nos fondamentaux sont toujours les mêmes. J'avais une question pour vous, Emmanuel Naquet. Donc vous êtes historien et donc spécialiste de la LDH, et notamment jusqu'en 1940. Oui, ma thèse portait jusqu'en 1940. Et qu'est-ce qui fait que du coup, à ce moment de cette affaire Dreyfus et les droits de l'homme qui se créent, on ça va de façon très rapide par le film, et ce qui fait qu'elle s'ancre dans le temps. Donc, parce que c'est un modèle d'engagement qui est fondé en 1898 autour de ces intellectuels, mais aussi le rôle des universitaires, le film n'en parle pas, donc des chartistes, etc. Par rapport au bordereau, il y a eu beaucoup d'historiens qui ont travaillé dessus. Donc un modèle d'engagement, à un moment où c'est difficile aussi, on ne se rend pas compte, en 1898, tenir des meetings quand on est Dreyfusard, c'est extrêmement dangereux. Donc Francis de Pressensé, on le voit à un moment, son nom est évoqué, c'est le deuxième président des droits de l'homme, c'est un Jaurétien, il a failli mourir en 98 à l'occasion d'un meeting. Donc il y a ce modèle d'engagement, à mon avis, qui est extrêmement important. On voit aussi la formule de Daniel Mayer, qui a été président des droits de l'homme de 1958 à 1975, qui a reconstruit le Parti socialiste pendant la résistance, donc un grand résistant, et qui dit les nouveaux Dreyfus sont, alors il cite Audin, parce que c'est le comité Audin qui s'est constitué donc au moment de la guerre d'Algérie, donc en 57, il cite Alleg, donc toute sa condamnation de la torture, mais c'est une formule qu'on retrouve même chez des Dreyfus, enfin il n'était pas très Dreyfusard, il était Dreyfusard un petit peu modéré, on va dire, mais parce qu'il doutait, mais chez une personne comme Ferdinand Buisson, qui était le troisième président de la Ligue des droits de l'homme, prix Nobel de la paix, qui disait il y a une affaire Dreyfus dès qu'il y a un vieillard sans asile, un enfant abandonné, un ouvrier sans travail, etc. Donc à l'idée de dépasser le cas Dreyfus, en fait, ça apparaît dès le manifeste de la Ligue des droits de l'homme de juillet 1898. Il dit qu'au-delà de la personnalité, ce manifeste, au-delà de la personnalité de Dreyfus, il y a toute une série comme ça d'injustices contre lesquelles il faut lutter, en fait. Dans la salle du Conseil national, maintenant, de la LDH, il y a trois figures qui trônent dans une œuvre contemporaine, Dreyfus, Zola et Bache, Victor Bache. Qu'on voit un petit moment, qui lui aussi assassiné par la milice en 1944, mais qui, à Rennes, au moment du conseil de révision, a accueilli tous les Dreyfusards, Jaurès, etc., dans sa maison, et qui a beaucoup souffert aussi d'antisémitisme en 1999, comme en 1944, puisqu'il en est mort. Donc voilà. Alors après, il y a le détail de l'affaire Dreyfus qui est extrêmement compliqué, je trouve, de manière extrêmement compliquée, avec beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas toujours admises. Donc bon. Après, c'est un film de 75 et effectivement, une historienne présidente de la Ligue des droits de l'homme, première femme présidente de la Ligue des droits de l'homme, Madame Berrieux, disait que l'histoire était révisionniste par définition, qu'elle changeait, l'historiographie change sans cesse. Effectivement, on n'est plus du tout sur ces hypothèses là maintenant. Donc on essaie d'analyser plutôt les forces profondes. Voilà, les forces profondes, c'est effectivement l'antisémitisme, la raison d'État, l'arbitraire, le rôle des intellectuels, ça, beaucoup plus que c'est une affaire qui est ici montrée de manière très policière en fait. Mais en même temps, ça interroge sur le rôle. Vous voyez, par exemple, je trouve quelque chose qui est gommé, c'est le rôle de la justice civile.
En fait, on parle un peu de la Cour de cassation, mais qui a eu un rôle déterminant, hein, pas uniquement dans la réhabilitation, mais dans toute l'enquête, en fait. Hein. Et la Ligue des droits de l'homme a publié, hein, donc ça doit faire 5-6 volumes, hein, de 500 pages chacun, l'enquête de la Cour de cassation, de la chambre criminelle, donc qui a totalement démonté les 2 jugements, hein, les 2 conseils de guerre qui avaient condamné. Et en revanche, ce qui est bien, c'est l'idée, je trouve, dans le film, de crime d'État. Hein, parce qu'on a vraiment, véritablement, dans les hautes sphères, notamment militaires, donc le refus de revenir sur ce crime. Hein, donc, voilà, première réaction. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Effectivement, il y a un moment où le réalisateur fait un peu la liste de tous ceux qui s'appelleraient Dreyfus en 75, par exemple Denbarka qui a disparu en 65, avec la complicité, on imagine, de... Oui, c'est jamais résolu, il y a toujours un juge d'instruction qui travaille sur l'affaire Denbarka. Hein, donc, et on continue de commémorer tous les ans. Ouais, mais là, il y a le secret défense. Et selon vous, quels seraient les noms de Dreyfus aujourd'hui? Oh là. Parce que Dreyfus, bon, c'est pas une erreur judiciaire, hein, c'est vraiment un crime d'État. Donc, il a été jugé, condamné, réhabilité, pas complètement réhabilité d'ailleurs, hein, puisqu'il n'a jamais retrouvé son grade. En fait, hein, il sort de l'armée comme commandant, hein, donc, alors qu'il aurait dû être général. Il sert en 14-18 d'ailleurs. Hein, donc, et au moment de la condamnation de, comment il s'appelle, Charles Maurras, hein, donc la grande figure de l'Action française, Maurras dit que c'est la victoire de Dreyfus. Ah, donc c'est intéressant. Non, mais sinon, moi, je sais pas. J'ai envie de dire, mais c'est pas un exemple français, mais c'est beaucoup les lanceurs d'alerte, les Dreyfus aujourd'hui. Je pense à Assange, par exemple, ou à, comment il s'appelle, qui est en Russie, là. Snowden? Non, pas Navalny. Snowden. Snowden, merci. Navalny, c'est un opposant politique. Ça n'enlève rien à ce qu'il subit, mais Snowden, c'est parce qu'il a été lanceur d'alerte. Je trouve qu'il y a quelque chose de ça, parce qu'il y a effectivement, quand il y a les lanceurs d'alerte, alors surtout quand c'est des lanceurs d'alerte à cette dimension-là, compte tenu de ce qu'ils révèlent, il y a quelque chose de la machine qui se met en mouvement, qui fait penser à ce genre d'affaires. Comme ça, en France, il faudrait plus que je réfléchisse sur la question. Je pense qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, avec l'affaire Tarnac notamment, et la construction de tout un procès politique sur très très peu de faits. Alors qu'en plus, l'affaire a été revendiquée par un groupuscule en Allemagne. Oui, c'est vrai. Et du coup, 10 ans de... On était présents sur l'affaire de Tarnac, on a été aux côtés des victimes de l'affaire de Tarnac. Il y a toujours des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'en réfléchissant, on pourrait sûrement en trouver beaucoup d'autres. Alors bon, avec le fait que Dreyfus a quand même été un moment très particulier, où c'est vraiment 2 France qui se sont affrontées, quoi, avec une violence quand même, une violence assez rare. Et c'est vrai que Emmanuel a raison de souligner le fait, c'est qu'il y a vraiment... Alors, ce concept d'intellectuel, t'en parlerais sûrement mieux que moi, mais c'est quelque chose qui se conçoit au moment de l'affaire Dreyfus. C'est effectivement toute une série, je ne sais pas comment dire, ça n'a plus du tout les mêmes valeurs aujourd'hui, donc c'est difficile mais des écrivains, des avocats, des journalistes, parce que les journalistes avaient un poids à l'époque qu'on n'imagine pas, parce qu'on est sous la pression, dire les médias qui font l'opinion, etc. Mais les grands journalistes qui publiaient dans les journaux, ils avaient un poids sur l'opinion publique qui était très 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 important. Donc, c'est à 120 journalistes que j'ai dit tout à l'heure, avec 125 ans d'écart, les comparaisons sont beaucoup plus difficiles, quoi. Quelque chose qu'on observe aussi dans le film, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est dans cette affaire l'importance de la verticalité du pouvoir et de la décision, avec notamment cette personne de Bodef, qui est
chef d'état-major, Ouais, Bodef, ouais, général Bodef. et à quel endroit est-ce que la société française actuelle a réussi à dépasser un peu cette verticalité, ou à quel endroit est-ce qu'elle est toujours à l'œuvre, et est-ce que c'est un enjeu démocratique? Elle est toujours à l'œuvre, donc je vois, on parle souvent de monarchie républicaine. J'hésitais parce que je pense que l'armée n'a plus du tout la même place. Par contre. On n'est pas du tout dans le... Je ne saurais pas jusqu'à dire jusqu'à quand, mais quand même à cette époque-là, le rôle de l'armée et le fait que ce soit dans l'armée, que ça soit passé avec cette espèce de chape de plomb, c'est pas... Mais après, oui, sur la verticalité... Et par exemple, la LDH a été très en pointe sur les réformes de la justice militaire. Hein, donc, justement, la revendication de la fin des tribunaux militaires, en fait, hein, donc des conseils de guerre, donc des tribunaux d'exception aussi, hein, donc les corps de sûreté de l'État, des fusillés pour l'exemple, la liberté. Alors, sur les objecteurs de conscience, c'était plus compliqué. Oui, hein, c'est plus compliqué, mais c'est le refus de rentrer puis ce qu'on appelle les fusillés pour l'exemple, hein, donc de la Grande Guerre. Hein, donc, toujours un combat. Comment? Qui est toujours un combat. Oui, qui est toujours un combat, parce qu'il y en a qui n'ont pas été réhabilités, en fait. Donc, et ça va jusqu'au disparu de la guerre d'Algérie, hein, puisqu'on parle souvent de Maurice Audin, mais tous les autres, hein, donc 1000 à peu près, hein, donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On a beaucoup de combats comme ça qui durent depuis très très longtemps. Je pense à l'affaire Seznec dans un tout autre genre, sur lequel on est aux côtés de ceux qui cherchent à faire durer à chercher la vérité, toujours elle, par rapport. Alors c'est beaucoup vrai dans les affaires judiciaires, notamment. Mais c'est vrai que l'armée est moins au centre de la réflexion de la Ligue, depuis les années 80 finalement. Hein, donc, en même temps, ça a été avec le comité droit et liberté dans l'institution militaire, hein, puisque ceux qui les appelaient du contingent, par exemple, hein, ceux qui faisaient leur service militaire ne pouvaient pas être abonnés au canard enchaîné ou à l'humanité. Hein, donc ça a été un moment important pour la Ligue. Hein, ça lui a vraiment donné un coup de fouet, mais maintenant c'est plus des pratiques policières, hein, clairement. Mais sur la verticalité du pouvoir, oui, vous avez parfaitement raison, et surtout dans la période actuelle, je dirais que si on est en ligne de mire, c'est pas complètement par hasard. On ne prend pas les choses même pour nous, parce que nous on est un instrument là au milieu. Et c'est effectivement la question de la démocratie, la question des droits, la question de la nécessité de lutter contre les violences policières. Il y a des mots qui sont entendus aujourd'hui qu'on entend, quoi. C'est, je veux dire, Sainte-Soline, peu importe la vérité, c'est quand même ça qui est derrière. Et on a eu beau sortir les bandes-sons, ça ne fait rien. On ment. Et donc il y a. On tolère la vérité. Il y a deux ou trois choses là, je trouvais, mais ça impacte complètement l'actualité sous certains côtés. Mais on vit une crise démocratique. Hein, alors là, il y a une phase particulièrement évidente. Je ne sais plus qui disait que la démocratie a besoin de deux jambes, une jambe démocratique et une jambe sociale, démocratie politique et démocratie sociale. Et là, on vient de bafouer les deux. Dans l'épisode des retraites, c'est les deux qui ont été bafoués. Donc, et s'il y avait ça auquel je pensais en écoutant les choses tout à l'heure, la recherche de bouc émissaire. On va avoir à partir de demain une opération à Mayotte qui s'appelle Wambushu, qui va être une horreur. Mais en même temps, Emmanuel Macron, dans le JDD d'aujourd'hui, vient de dire qu'il allait ressortir le projet de loi sur l'immigration. Et qu'est-ce que le projet de loi sur l'immigration, sinon une recherche de bouc émissaire? Pour revenir un petit peu sur l'épisode de Sainte-Soline, justement, quel est votre travail, quel a été votre travail sur place? Et c'est un peu deux questions, peut-être que du coup à cet endroit-là. Elle est encore là, Nathalie. Nathalie Théiot, du coup. Nathalie Théiot, qui est membre de notre bureau national, et c'est elle qui est la cheville ouvrière des observatoires. Oui, je suis désolée, je suis malade. Enfin,
Alors, le rapport n'est pas fini, ça prend beaucoup de temps, notamment parce que à la Ligue, on est tous bénévoles. Il y a une équipe salariée, mais nous tous, nous sommes bénévoles. Et les observateurs, c'est pareil. Il y a d'ailleurs Agnès qui est là, qui est également observatrice. Donc moi, je fais aussi partie de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Et donc, c'est la première fois à Sainte-Soline qu'il y a eu une observation inter-observatoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des équipes de Bordeaux, de Paris, du 93, de Toulouse, et un observatoire qui s'est créé à ce moment-là, Poitou-Charentes, spécialement pour cette observation-là, parce qu'il fallait beaucoup de monde. Et donc il y a eu 22 personnes qui ont participé à cet observatoire, et vous savez qu'on est en neutralité comportementale, qu'on est identifiable, qu'on dit à l'avance ce qu'on va faire, et ça c'est pour pouvoir ensuite documenter ce qui s'est passé de façon... Ça ne signifie pas, quand je dis neutralité comportementale, c'est au moment de l'observation. Parce qu'après, évidemment, on est engagé politiquement. Mais au sens large, voilà. Politiquement au sens de la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on est une organisation politique, mais non partisane. Voilà, c'est ça, non partisane. Mais là, c'est pareil, c'est par rapport au maintien de l'ordre. On a certaines idées sur le maintien de l'ordre, mais notamment la suppression d'armes de guerre, etc. Donc on a certaines idées. Donc on a bien une pensée politique. Mais... lorsqu'on fait l'observation, là on est en neutralité comportementale parce qu'on doit décrire ce qui se passe et on doit essayer d'être le plus juste possible, la recherche de la vérité en fait. Mais au regard bien sûr des critères d'un État démocratique, c'est-à-dire notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté de manifester et le fait que normalement l'État doit protéger la liberté de manifester par priorité. Et puis normalement il doit aussi faire attention à la vie humaine. Il ne faut pas se tromper de cortège. Et au titre d'observateur du coup dans les mouvements sociaux, est-ce que vous avez comme la presse des laissez-passer a priori, ou est-ce que c'est... Alors ça c'est une bataille, c'est vraiment une bataille, parce qu'au niveau du droit international, normalement on est protégé. Parce qu'il y a par exemple l'observation 37 du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est spécifiquement sur les observateurs indépendants et qui dit bien qu'on doit circuler comme on veut, on ne doit pas être considéré comme des manifestants, précisément parce qu'on est en neutralité comportementale, etc. Et c'est pareil pour la Cour européenne des droits de l'homme, alors là, parce que le Comité des droits de l'homme, c'est un peu du droit mou, mais tandis que Cour européenne des droits de l'homme, ça s'impose à l'État français, ça s'impose aux juges. Et c'est ce qu'on a réussi à obtenir parce qu'on a attaqué le schéma national du maintien de l'ordre. Enfin, la Ligue a attaqué. Le SNMO, les observateurs. La Ligue a attaqué. Et on a gagné sur la question des observateurs et la question des journalistes aussi, parce que les journalistes aussi étaient empêchés dans la première version du SNMO, et sur la NAS. On a gagné sur ces 3 points-là, on a perdu sur le reste, mais bon, on a gagné sur ces 3 points-là. Rebelote, nouvelle SNMO, alors là les journalistes ça va, ils sont considérés comme étant effectivement avec le droit de circuler, etc. Mais dans le nouvel SNMO, il n'est toujours pas question des observateurs, il y a toujours la NAS. Donc du coup on a réattaqué, et c'est toujours devant le Conseil d'État. Mais la décision du 10 juin 2021 du Conseil d'État concernant les observateurs dit il faut considérer les observateurs indépendants comme à l'instar des journalistes. Donc là-dessus on a gagné. Mais voyez à Sainte-Soline, il y a eu un arrêté. Il y a eu un arrêté de plusieurs préfets, puisque ça ne concerne pas qu'un seul département. Et donc il y a eu le préfet de la Vienne et le préfet des Deux-Sèvres qui ont pris un arrêté en disant, par rapport, enfin, c'était pas un arrêté, c'était une lettre, pardon. Parce qu'il y a d'autres arrêtés, mais là c'était une lettre par rapport à l'Observatoire du Poitou-Charentes qui avait annoncé qu'il se créait, parce qu'on fait toujours ça, quand on crée un observatoire, on le dit. Et là, les 2 préfets ont dit, nous considérons que cet observatoire, en fait, on va les considérer exactement comme des manifestants. Et c'est d'ailleurs conforme au SNMO, puisque dans le SNMO, on ne prévoit de particularité que pour les journalistes et pas pour les observateurs. Donc on a attaqué cela en référé, et là c'est extraordinaire, parce que le juge des référés donc, du tribunal administratif de Poitiers dit effectivement, c'est pas conforme, c'est illégal, parce que c'est pas conforme à la décision du Conseil d'État qui dit que les observateurs indépendants doivent être traités, etc., etc. Mais pour autant, je ne suspends pas. C'est extraordinaire, non? Voilà. On est... là aussi, c'est un peu la raison d'État, c'est-à-dire qu'on était dans... d'ailleurs, M. Darmanin qui disait
regardez ce qui va se passer, il va y avoir de la violence. Enfin, il annonce par avance, c'est quand même assez étrange comme façon de procéder. On se dit, mais comment on peut dire par avance, regardez, il va y avoir de la violence. Et donc, c'est comme s'il avait anticipé la façon dont il allait de toute façon réagir. Ça donne cette impression en tout cas. Et en tout cas, là, on voit bien que quoi qu'il en soit, on ne va pas appliquer le droit, mais on va appliquer la raison d'État. Ça fait partie des... Mais bon, on se bat, on continue. On est en recours pour excès de pouvoir par rapport à ça, bien sûr. Malgré les menaces. C'est vrai que monsieur Darmanin a l'air d'incarner très fortement, même personnellement, cette défiance et cette presque haine de la LDH. Et on se rappelle d'ailleurs qu'à l'époque où il était maire de Tourcoing, il avait déjà tenté de porter atteinte, supprimer les subventions à la LDH. Est-ce qu'à cet endroit-là, comment est-ce que vous analysez en fait toutes les menaces qui sont faites actuellement, de celle de la Première ministre, d'un point de vue politique? Est-ce que ce sont des réelles menaces ou est-ce que c'est un coup de com'? On va peut-être attendre un petit peu avant de savoir ce qu'il en est réellement. D'abord, la première chose, c'est, je n'analyserai pas, et on n'analyse pas tout à fait la même chose dans la façon de faire de Darmanin, qui a plutôt répondu à chaud à une question qui était bien motivée de monsieur Bonhomme, donc député Les Républicains du Tarn-et-Garonne, si ma mémoire ne flanche pas. Donc, là, on était presque dans une situation un peu où on peut se dire, bon, c'est du Darmanin, mais bon. Mais quand on a entendu une semaine plus tard la Première ministre répondre à une question d'actualité avec un argumentaire à charge, dans lequel il y a notamment le fait qu'on a des ambiguïtés par rapport à l'islam radical, on s'est dit que là, il y avait quand même quelque chose qui était un peu plus grave que ce qu'on aurait pu penser. Donc, les conséquences, on n'en sait rien, parce que pour le moment, il n'y a pas... on a des subventions qui sont en cours, on est complètement transparent sur nos subventions, il suffit que vous alliez sur notre site, vous allez voir, d'abord le journaliste ne s'en prive pas d'aller décortiquer nos subventions, et pas toujours des journalistes bien intentionnés, parce que là on voit bien qu'il y a deux camps en ce moment dans la presse, par rapport à nous, il y a des choses qui sont quand même assez invraisemblables. Et donc bon, on va voir comment ça va se passer. C'est plus, là on est début 2023 d'une certaine façon par rapport à l'octroi des subventions. La plupart des décisions ne sont pas rendues, donc on a des demandes de subventions en cours. On va voir comment ça réagit. Mais ce qui fait qu'on est moins inquiet que nous aurions pu l'être, c'est qu'on a vécu un moment de soutien et de solidarité qui pour nous, là, par exemple, comme ce soir. Merci. Et merci. C'est vrai qu'on a des centaines de demandes d'adhésion, des milliers d'euros de versements de dons, et ça donne envie de continuer de se battre. Mais je dirais que le problème, c'est la mise en coupe réglée de la société, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une volonté d'empêcher la contestation. Alors on le voit sur les manifestations, mais on le voit aussi, c'est pour ça que là c'est pas anodin que ce soit une association, on le voit avec le fameux contrat d'engagement républicain, la loi principe républicain, c'est sur ce fondement-là aussi, c'est-à-dire que ça n'a pas été dit, mais c'est vraiment ça. Alternativa à Poitiers, c'est ça. Ça a quand même été dit, parce que le contrat d'engagement républicain, il donne un cadre aux associations, de principes à respecter. Et c'est les principes du gouvernement actuel, c'est pas les principes de la République. Et surtout que derrière ces principes-là, il y a des interprétations faites par le gouvernement actuel qui font que... Alors on a fait le choix, nous comme d'autres, de signer, parce que si on n'avait pas signé, on n'aurait pas pu demander de subventions publiques. Donc même si les subventions publiques sont un quart de notre budget à peu près, donc c'est pas dramatique. Ça aurait quand même quelques conséquences si elles nous étaient supprimées, mais c'est pas dramatique, mais ça montre la façon dont on cherche à contenir, quoi. On ne veut subventionner que les associations obéissantes, alors que le monde associatif, la vie associative, c'est exactement le contraire. C'est la richesse de la diversité associative, la façon c'est la liberté associative, et la liberté associative, c'est un contre-pouvoir et pas
un corps intermédiaire qui est dévoué au pouvoir. Au contraire, on est là pour pas forcément contester le pouvoir, mais bon, Alternativa, dont parlait Nathalie, c'est un exemple, c'est un bel exemple de mise en cause du contrat d'engagement républicain, avec le fait que, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire, le préfet j'ai perdu le nom du département, de la Vienne, oui, a demandé à la maire et à la présidente de la communauté urbaine de Poitiers de supprimer une subvention à une association, en l'occurrence Alternativa, parce qu'ils faisaient des ateliers de désobéissance civile. Alors on a fait un bloc, je dirais, associatif de contestation qui sont aux côtés d'Alternativa aujourd'hui, par rapport aux plaintes qui ont été déposées à la fois par Alternativa et par la mairie. Et on mène le combat, on mène d'autant plus le combat sur ce sujet qu'on a contesté le décret d'application du contrat d'engagement républicain et que ce recours est pendant actuellement. Donc c'est aussi pour ça qu'on est en ligne de mire, c'est parce que on a beaucoup de choses en cours en ce moment qui contrarient le gouvernement. Là-dessus, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler aussi qu'il y avait eu la seule fois où la Ligue des droits de l'homme a été attaquée, c'était à l'époque de Pétain. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était un peu plus complexe que ça. Oui. Alors, en fait, avant même, en 1899, elle est poursuivie, en fait. Donc, il y a un juge d'instruction, il y a des perquisitions à son siège. Mais son fondateur, qui est un ancien garde des Sceaux, un ancien ministre de la Justice, on l'a vu, un Ludovic Trarieux, a modéré d'ailleurs, donc il plaide de la fonction de la Ligue, et en fait elle est condamnée à 16 francs de l'époque, c'était rien du tout, c'était 1 euro aujourd'hui, symbolique. Alors en 1940, elle est, semble-t-il, parce que bon, j'en ai discuté avec des collègues spécialistes de Vichy, elle n'est pas interdite parce que elle n'existe plus, au sens où 5 jours après l'entrée de l'armée allemande en France, son siège est perquisitionné, donc ses archives, son budget, etc. Les employés ont fui quelques heures avant, donc... Pas seulement perquisitionné, c'est saccagé. Oui, saccagé, tout à fait, et puis dispersé, etc. D'ailleurs, ces archives vont se retrouver à Berlin, puis après, quand Berlin est repris par les soviétiques, ces archives sont emmenées à Moscou et elles sont d'ailleurs utilisées comme archives policières, par le KGB jusqu'en 1986. C'est assez... Et tout n'est pas revenu. La Gestapo a utilisé en fait une partie de ces archives pour localiser des sections au cours de l'automne-hiver 41-42 en allant interroger les présidents et les secrétaires de section. Donc il y avait une méthode de résistance que je trouvais ça excellent, parce que ce que cherchait la Gestapo c'était surtout des juifs en fait, et donc il y avait des présidents de section qui disaient quand on leur disait mais voilà il y a Dreyfus etc sur la liste de vos adhérents, il dit de toute façon on ne demandait pas, effectivement les premiers systèmes de défense on ne donnait pas, on ne demande pas à nos adhérents quelles sont leur religion, et puis il y en a d'autres qui disaient, mais c'est assez intéressant à analyser, qui disaient de toute façon dans la section il n'y avait pas de juifs, c'était interdit. Et oui, c'était un type de défense tout à fait intéressant en fait, donc à la fois de la structure de la section, et puis des éventuels juifs qui étaient dans cette section. Donc voilà. Mais c'est le cas en fait pour les autres associations en fait, la LICA, ces archives aussi sont spoilées, son siège est détruit en 40, c'est la même chose pour la Ligue de l'enseignement en fait, donc il y avait des SS, une division SS qui était spécialisée dans la chasse en fait en 40 aux associations considérées comme antifascistes. Donc voilà, donc elles ne se reconstituent pas pendant la Seconde Guerre mondiale, même si beaucoup de ligueurs sont résistants à des niveaux très différents. Donc moi je pense souvent à l'exemple d'Émile Kahn, qui était le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme,
avant 39-45 qui veulent devenir après 45, qui par exemple vient voir Pierre Mendès France quand Pierre Mendès France vous savez, Pierre Mendès France était sur le Massilia, donc il a été arrêté par Vichy, il y a eu un procès contre lui pour trahison, et Milcan vient témoigner en disant qu'il témoigne au nom des droits de l'homme au procès de Mendès France. Donc voilà. Et, j'ai une question qui n'est pas de moi, mais plutôt en fait que pose le film, plutôt au tiers du film, qui est assez complexe à répondre, du coup, pas de réponse très précise. Et genre, c'est du coup 5 quarts de siècle après, alors que la démocratie s'est perfectionnée, est-ce que les institutions élues par les citoyennes, qui sont là pour défendre leurs droits, sont en mesure de combattre les abus du pouvoir Alors il y a des structures, il y a le défenseur des droits, il y a la CNCDH, mais qui ne donne que des avis, il y a le contrôleur des privations de liberté. Il y en a qui ont disparu aussi. Je dirais que par rapport à la période, notamment la période des années 70, il y a des choses qui vont mieux quand même. Ça nous arrive quand même, contrairement à ce que dit le gouvernement, excusez-moi, je suis un peu obsédée en ce moment. Parce que Maradin dit qu'on perd toutes nos actions. En fait, on en gagne 75%. Donc ça veut dire quand même que la justice nous suit relativement souvent. Et je pense que c'était plus compliqué dans les années 70, même si on le faisait, mais encore on n'était pas revenu en grande forme. On a eu une période après la Deuxième Guerre mondiale où ça... Parce que d'abord, une partie de nos militants sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, arrêtés, déportés, assassinés. Et donc la Ligue a eu, Emmanuel le disait un peu, a eu beaucoup de mal à redémarrer. Mais je vois des outils comme ceux-là qui sont pas des outils effectivement institutionnels au sens où ils peuvent faire changer les choses, mais c'est des contre-pouvoirs institutionnels, c'est ce qu'on appelle les autorités indépendantes. Et dans les fondamentaux de l'état de droit tel qu'il est prôné par le Conseil de l'Europe ou par l'ONU, les institutions indépendantes ont un rôle fondamental à jouer parce qu'elles peuvent dire un certain nombre de choses quand le reste est inaudible. Et c'est ce qu'on voit tout à fait avec les avis du défenseur des droits ou les avis de la commission consultative des droits de l'homme. On peut dire que c'est dommage, mais en même temps c'est un point de référence. C'est un point de référence pour mener d'autres actions, mener d'autres combats, et puis faire comprendre aussi à un certain nombre de citoyens que les associations ne sont pas seulement des dangereux islamo-gauchistes, droits de l'hommiste, wokistes, j'en passe des meilleurs, mais que c'est des institutions qui disent la même chose. Après, c'est vrai qu'on a le sentiment actuellement, et notamment en France, on parlait de la question des violences policières, sur l'utilisation des armes, on est quand même le seul pays de l'Union européenne qui utilise des armes de guerre contre les manifestants. Il n'y a pas un autre pays dans l'Union européenne qui fait ça. C'est quand même assez inquiétant. Et du coup, je passais sur mon exemple et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et puis il y a aussi le fait que la Ligue est au cœur de collectifs. Je dirais. Ouais. Là, Nathalie en parlait, elle travaille avec le syndicat des avocats de France, le SAF, elle travaille avec le syndicat de magistrature, enfin à tous les niveaux, avec la NCPE, sur le plan de l'éducation, ou la Ligue de l'enseignement, etc. Donc, effectivement, c'était peut-être moins le cas dans les années 70. Ouais. On est beaucoup considéré aujourd'hui comme une organisation fédératrice. On nous demande, notamment en ce moment, on nous demande de mener un combat large, parce que c'est aussi ce qu'on peut faire. Quand je dis on est politique et non partisan, c'est parce que du point de vue partisan, on a des militants qui sont sur un spectre politique qui est très large. Et ça ne nous empêche pas d'être globalement sur le même point de vue, comme quoi c'est possible. Mais ça nous permet justement d'avoir une force. C'est ce qu'on a vu avec le contrat d'engagement républicain. Là, on a
Et la bataille qu'on avait menée d'ailleurs au moment du projet de loi, avec quasiment tout l'arc du mouvement associatif qui a combattu cette loi, mais le gouvernement autiste n'a rien à faire, l'ensemble des religions et l'ensemble des associations. Mais bon. Enfin bon, là c'était l'ensemble des syndicats. Donc, et donc on a cette force, cette capacité-là. Et là, on nous demande de faire un collectif, justement, de créer quelque chose. On ne sait pas encore quoi, parce qu'on est en train de se concerter sur la question démocratie et droits de l'homme, justement. Sur un arc large, pour qu'on puisse... Et ça nous permet aussi peut-être de faire converger des initiatives qui peuvent être plus marquées politiquement. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est un petit point avec cette affaire. On voit donc il y a l'importance en fait à la fois de Zola et de Dreyfus, qui l'un est condamné et l'autre est censuré. Là, il y a quelques jours, par exemple, il y a eu Ernest qui travaille à la fabrique, qui a été arrêté sous couvert de terrorisme. Ça aussi, on peut en reparler, de cet usage du terrorisme à tout champ. Et notamment, en fait, arrêté par rapport à son travail de responsable des droits du livre de Andreas Malm sur comment saboter un pipeline. Comment est-ce que vous analyseriez en fait, la liberté d'expression aujourd'hui en France? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'on a encore d'autres choses? On a des inquiétudes. Il y a plusieurs faits qui montrent qu'on a de quoi être inquiet. Il y a eu les épisodes sur les journalistes, notamment qui couvraient les manifestations. Il continue d'y avoir des journalistes qui sont traités comme des manifestants. Mais j'espère que vous comprendrez cette façon de faire les choses, qui est horrible en même temps. Plus sérieusement, il y a des choses qui sont inquiétantes. Et la liberté d'expression, c'est aussi la liberté associative. Les associations sont au cœur de... Il y a les médias, mais il y a aussi les associations. C'est tous ceux qui peuvent apporter une parole contradictoire. Et on a l'impression que les pouvoirs politiques actuels cherchent à cadenasser un petit peu ça. Alors l'attaque terroriste... terroristes verts, éco-terroristes, c'est comme ça que... Terroristes intellectuels aussi. Oui, terroristes intellectuels, l'assimilation aussi, terroristes délinquants, étrangers, les amalgames qui sont faits en matière, c'est épouvantable. C'est une façon peut-être plus soft, tout est relatif, mais moins violence physique. C'est de la violence, mais qui est une violence un peu intellectuelle qui cherche à déconsidérer plutôt qu'à dissoudre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des dissolutions, parce que là aussi on se bat pour empêcher les dissolutions, on n'est pas toujours compris, c'est comme ça qu'on se fait traiter d'islamo-gauchisme, mais aussi d'ambiguïté avec l'islam radical, mais parce qu'on défend toujours les principes. Et on considère, c'est vrai pour plein de sujets d'ailleurs, on considère que souvent on rentre sur un sujet, sur un petit bout, avec de très bons arguments, et que petit à petit ça s'ouvre, et que d'un seul coup, je pense souvent en ce moment à Niemöller, c'est le pasteur Niemöller, qui avait fait un très beau poème pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait, alors je ne vais sûrement pas vous le dire dans le bon ordre, mais quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Et donc je trouve que c'est un peu ça, quoi. Pourquoi on a défendu la dissolution de l'organisation, c'est une de celles qui est le plus citée, comme le CCIF, parce qu'on considérait qu'il y avait un principe par rapport à la liberté associative qui était mis en cause, et que de surcroît, s'il doit y avoir dissolution d'une association, il vaudrait mieux que ça passe par la voie judiciaire plutôt que par la voie administrative, où l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics est quand même un peu moins et ça, c'est une manifeste. Constante, en fait. Ouais, c'est une constante, le recours au pouvoir judiciaire, le juge judiciaire plutôt que le juge administratif. C'est une constante de la vie.
On considère que le vrai juge des libertés, c'est le juge judiciaire. Le juge judiciaire, il est plutôt un rempart. C'est ce que montre l'affaire Dreyfus, d'ailleurs, d'une certaine façon. La justice judiciaire a été plus juste que la justice militaire, mais ça peut être vrai par rapport à la justice administrative, notamment parce que c'est un acte d'autorité administrative qui est pris. Et après, on fait un recours devant le magistrat administratif. Alors que la dissolution judiciaire, c'est on emmène le cas devant la juridiction judiciaire et c'est la juridiction judiciaire qui prend la décision de dissoudre. Donc forcément qu'il y a plus d'indépendance dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on est sous ce prisme-là. Et on nous reproche aussi beaucoup d'avoir soutenu l'imam Iqwisen. On n'a jamais soutenu l'imam Iqwisen, on a dénoncé les propos de l'imam Iqwisen, mais par contre on a défendu les principes qui étaient mis en cause derrière l'imam Iqwisen, parce que l'imam en question était né en France, avait des enfants français, des petits-enfants français, il n'avait jamais vécu au Maroc, il n'avait jamais été condamné pour les propos qu'on lui a reprochés, donc on avait considéré qu'il y avait un certain nombre de principes à défendre, et on a été battu, si je puis dire, en... Nathalie, au secours Merci, je l'ai référé. J'ai un souffleur, c'est pratique. On a perdu devant le juge des référés, mais l'affaire est toujours pendante au fond. Donc on attend avec intérêt ce que va dire le Conseil d'État. Mais bon, après, on gagne, on perd, on défend les principes, mais c'est pas parce qu'on défend des principes qu'on défend les personnes. Dans les exemples qui sont cités en ce moment, les personnes interrogées de la Ligue disent souvent on a défendu, je crois que Patrick le dit, notre président, au lendemain de la guerre, on a défendu le droit à un procès équitable des collaborateurs. Ça ne voulait pas dire qu'on défendait les collaborateurs. On se bat pour que tout être humain, quoi qu'il ait fait, quel qu'il soit, ait les mêmes droits. Et notamment, le droit à un procès équitable, ça fait vraiment partie des droits fondamentaux. Et comme la peine de mort, on est viscéralement contre la peine de mort, quel que soit. Dans les choses où ça commence comme ça, quand on voit par exemple la peine de mort, c'est un bon exemple. Parce que les partisans de la peine de mort, il y en a encore, ils commencent par dire, mais il y a des crimes qui sont odieux, notamment les crimes contre les enfants. Quand on touche aux enfants, c'est vrai qu'on touche à une émotion, et c'est plus difficile d'argumenter. Donc la question, c'est une question de principe. Et ces principes-là, il n'y a pas de dérogation. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans les dérogations, elles s'accumulent. Sur toutes les questions de liberté, depuis 20 ans, 30 ans, c'est ça qu'on constate. C'est vrai avec les lois antiterroristes, c'est vrai les lois d'état d'urgence, que ce soit l'état d'urgence sur le terrorisme ou l'état d'urgence en matière sanitaire. On a pris des mesures qui devaient être ponctuelles et finalement, elles sont rentrées du droit commun. J'ai une dernière question, après on pourra continuer à discuter autour d'un verre au bar, de manière plus informelle. Comment est-ce qu'on peut vous aider? En nous rejoignant. On a besoin de mains. Alors, on a une pétition, j'y ai pensé tout à l'heure, on a plusieurs pétitions. On a une pétition directe de soutien, notamment il y en a plusieurs même, mais il y a notamment celle qui est montée le plus vite, c'est celle qui a lancé le journal L'Humanité avec plus de 1000 personnalités. Et puis on a des pétitions d'action, on a beaucoup parlé des violences policières, on a une pétition sur les violences policières en ce moment qui vient de dépasser les 100 000 signatures, et dans laquelle notamment on donne tous nos grands principes pour ce que devrait être une police républicaine. C'est non seulement dire on est contre les violences policières, mais on est contre les violences policières parce que voilà ce que c'est qu'une police républicaine. On n'est pas contre la police, parce qu'en ce moment, c'est très... nous, on n'est pas contre la police. Notre problème, c'est pas d'être contre la police. Notre problème, c'est que la police fasse son travail dans des règles qui sont dignes d'un régime démocratique.
Et puis après, il y a mille et une façons, vous pouvez adhérer, vous pouvez nous soutenir. C'est des adhésions par section, hein, donc, et après il y a des groupes de travail, hein, donc c'est-à-dire sur des schémas. Je suis le responsable du groupe de travail Voilà, Mémoire-Histoire de la Ligue des droits de l'homme. Mémoire-Histoire Archives. Donc on s'est créé justement pour la liberté d'accès aux archives notamment. Hein, donc quand on a découvert par exemple avec Gilles qu'il y avait la loi de 2008 qui interdit toute recherche historienne ou citoyenne dans les archives sur les essais nucléaires, hein, qui ont eu lieu dans les années 60, hein, donc là c'est totalement fermé. Vous parlez des soi-disant archives qui ont été ouvertes, que M. Macron a annoncé ouvertes sur la guerre d'Algérie. Non, là c'est vraiment sur les essais nucléaires. Oui, en fait, c'est totalement fermé. Il a annoncé qu'elles étaient ouvertes. Et en fait, il Et en réalité, il les a refermées. Mais après, dans l'opinion publique, il a annoncé que c'était ouvert. Il y a un groupe de travail sur les droits des femmes, droits des étrangers, justice, police, droit de la santé, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, etc. Donc, il y a santé bioéthique. Santé bioéthique, voilà. Non, comme ça, combien 25? On en a 24, je 24, crois. Ouais. Et on est en train d'en créer un sur institution et démocratie. J'ai juste une petite question en fait par rapport à ce que vous parliez justement de l'exemple de la police et au tout début de votre prise de parole, vous parliez aussi de la nouvelle loi sur les Jeux Olympiques, enfin de la nouvelle loi de sécurité qui va venir avec les Jeux Olympiques. Je voulais savoir éventuellement quelle est votre perspective justement par rapport aux Jeux Olympiques qui viennent, parce qu'on sait que c'est régulièrement un événement qui provoque des déplacements de population, des renforcements justement de mesures sécuritaires, pour pas dire pour employer d'autres termes. Voilà, je voulais juste savoir éventuellement quel est votre... C'est pour ça qu'on a condamné cette nouvelle loi sur les Jeux Olympiques. On considère qu'il peut y avoir des déplacements de population, mais qu'il y a des moyens qui sont conformes à l'ordre républicain, qui ne nécessitent pas de ficher tout le monde. Qu'il y ait des contrôles, admettons, hein, notamment parce qu'il y a de la violence dans les stades, par exemple, qu'on empêche la violence, oui. Mais pas des outils qui notamment portent vraiment, ça c'est notre combat aujourd'hui, qui permettent de ficher les gens et on ne sait pas où vont ces fichages, quoi. Ça permet le contrôle social, si je le dis à terme, ça permet le contrôle social. Donc on se bagarre contre toutes ces politiques-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre tout contrôle, notamment quand il y a des énormes, vous avez raison de le dire, des énormes mouvements de population. Effectivement, après ce qu'on a vécu, bien évidemment qu'il faut prendre des règles de sécurité, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et on considère qu'il y a d'autres moyens que, notamment, on va faire appel massivement à des entreprises de sécurité. Et ben, dans le temps, on faisait la même chose, mais c'était des bénévoles qui faisaient ça. C'est des bénévoles qui faisaient les contrôles. Donc ça change la nature des choses. Puis l'intelligence artificielle qui va être utilisée. Oui, mais c'est ça, dans la loi JO, c'est ça, c'est notamment la reconnaissance faciale. Non, c'est pas la reconnaissance faciale, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'article 7, par rapport au comportement. Voilà, s'il y a quelqu'un qui va dans le sens inverse d'une foule, il va être ciblé, et après il va y avoir une reconnaissance faciale sur la personne. Oui, il y a des outils de reconnaissance faciale. Après, si on considère que cette personne-là... Ben voilà, c'est ça. Là, après, c'est autre chose. On rentre dans le judiciaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les fichiers sont bourrés d'efforts, d'erreurs. En plus, les fichiers de police, c'est une catastrophe. Non mais c'est vrai. Donc ils sont multiples et en plus ils sont totalement faux. C'est comme les fameux fichiers S. On a l'impression que fichier S, si on est dans quelqu'un, c'est ce qu'on a dit par rapport au jeune, comment il s'appelle, celui qui est toujours dans le coma après Sainte-Soline, Serge, merci. Ouais. Alors, on a dit qu'il était fiché S, mais on ne sait même pas pourquoi il a été fiché S. Enfin, ses parents l'ont dit un peu, mais on a l'impression que si on est dans le fichier S, c'est qu'on est un terroriste, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Le fichier S, c'est une suspicion de quelque chose par les forces spéciales. Nécessité de surveillance spéciale par rapport à un individu décidé par la police. Mais il y a... Et puis, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. On s'était rendu compte, je ne me rappelle plus du fichier, qu'il y avait un fichier dans lequel il y avait des personnes qui avaient commis des infractions, notamment
donc elles étaient rentrées au moment de l'instruction. Et même quand il y avait quand les jugements leur étaient favorables, les personnes ne sortaient pas du fichier. C'est parce que y compris parce qu'il y a des problèmes de personnel. C'est pas pour accabler systématiquement les services de l'État, mais et comme on règle tout aujourd'hui avec la dématérialisation. Moyennant quoi, il y a des services qui sont plus accessibles. Et qui ne sont plus accessibles par rapport à certaines catégories de population en plus. Parce que quand on a une bonne habitude de l'utilisation de l'informatique, qu'on est diplômé, qu'on n'a aucun problème de santé, etc., c'est facile. On peut toujours arriver à trouver une solution, on peut espérer. Alors que les personnes handicapées, malades, âgées, étrangères, elles n'ont pas les mêmes... elles ne sont pas égales dans l'accès à ces systèmes. Et donc on crée des ruptures de droit, des inégalités, des ruptures de droit. Oui. Est-ce que toutes les actions de la Ligue, ça peut espérer bloquer ou ralentir l'application de la loi sur les JO ou c'est pas... Je sais pas, on a fait une porte ouverte. Une contribution extérieure devant Alors, ce qu'on appelle une porte ouverte, c'est une intervention effectivement devant le Conseil constitutionnel, une porte étroite, pardon, une intervention devant le Conseil constitutionnel, on appelle ça la porte étroite parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir, mais on peut faire des contributions qui peuvent être lues par les conseillers du Conseil constitutionnel, du moins leurs collaborateurs. Mais là... Puis après, quelquefois, ce que je disais sur le contrat d'engagement républicain, on peut le faire par rapport aux décrets d'application, aux arrêtés, ou par des questions préalables de constitutionnalité sur certaines choses. On utilise toute la panoplie juridique pour essayer d'améliorer le droit dans le sens de la protection de la démocratie, de la défense des droits de l'homme et du respect de l'état de droit. Et en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup à Nathalie Théiot qui a pris un peu la parole et à Annelise Vébu qui nous a fait la mise en contact.